Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur les transformations urbaines récentes à Montréal. On s'appuie sur une synthèse d'infodrone.ca de début juillet 2025. On va regarder ensemble plusieurs projets, hein, des parcs, des gros chantiers, le commerce aussi, pour essayer de voir comment Montréal bouge en ce moment. L'idée, c'est vraiment de décortiquer tout ça, de voir ce qui ressort, ce que ça nous dit sur l'évolution de la ville. Alors, on y va. Commençons par le vert, les espaces publics. Par exemple, à l'île des Sœurs, il y a le parc Ouest Vancouver qui se refait une beauté. Meilleur éclairage, du nouveau mobilier, des coins pique-nique et la piste cyclable aussi, elle est améliorée. Oui. Et ce qui est intéressant là, c'est que c'est qu'on mise sur l'existant. On l'améliore pour que ça réponde mieux aux besoins d'aujourd'hui. La sécurité, la convivialité. C'est pas forcément tout casser pour reconstruire. Et c'est souvent pertinent. Tout à fait. Et puis, dans un autre style, un peu plus surprenant peut-être, à Hochelaga-Maisonneuve, la cuisine collective Hochelaga-Maisonneuve, la CCHM, qui travaille sur la sécurité alimentaire, ben, ils ont créé une forêt nourricière chez Bimbo, rue Viau. Ah oui. Et c'est un de leurs 6 sites comme ça. C'est fascinant ce genre de partenariat entre un organisme communautaire et une entreprise privée pour l'agriculture urbaine. Ça montre bien comment des objectifs sociaux, comme la sécurité alimentaire, ils peuvent s'ancrer concrètement, trouver un terrain d'entente avec le privé. Ça crée une belle synergie pour le quartier, ça. Initiative qui vient d'en bas, des citoyens. On la voit aussi pour les chiens dans le Mile End. Un parc canin temporaire a été aménagé. C'est sur le site de la patinoire de Gaspé, à côté du Champ des Possibles. Et ça vient d'une mobilisation locale. Hmm. C'est un bon exemple, ça. L'action citoyenne qui mène à du concret, même temporaire. Ça répond à un besoin très précis du quartier. On voit là une espèce de démocratie locale directe, quoi. Ça tranche un peu avec la lenteur des grands projets parfois. Justement, en parlant de projets qui prennent forme, à la Chine, il y a le quai 34. C'est dans le parc Saint-Louis, un projet à 3,7 millions et ça vient du premier budget participatif de Montréal. C'est un ancien site très minéral qui est transformé en espace de détente, de nature, aire de repos, des îlots de verdure, du mobilier qui s'inspire des vagues, des installations pour pêcher, observer. Il y a même des fresques de poissons au sol. C'est Vélin Paysage qui a conçu ça. Oui, alors là, on a deux choses. Le budget participatif, bon, c'est la façade démocratique, c'est bien. Mais sur le fond, ce qui est fort, c'est la transformation de ces espaces un peu oubliés, parfois post-industriels, en lieu de vie, en lieu de nature. C'est une tendance lourde, hein, cette reconquête des berges, des friches, on voit ça ailleurs aussi. Absolument. Et dans cette idée de transformation innovante, on a la place Boyer, à Rosemont-la-Petite-Patrie. C'était un parking et c'est devenu une oasis urbaine éponge, carrément. Plus de 1450 végétaux, une vingtaine d'arbres et surtout un jardin de pluie qui peut gérer 81,5 mètres cubes d'eau. C'est énorme, ça fait plus de 530 baignoires. Il y a aussi une plateforme perméable, un bassin de rétention, et puis de murales par mur, des brumisateurs, un kiosque culturel. Ah, la place Boyer, c'est plus qu'un simple parc, ça. C'est une infrastructure de résilience climatique, mais en version espace public sympa. Ça coche vraiment toutes les cases. Gestion de l'eau de pluie, lutte contre les îlots de chaleur, biodiversité, et puis la fonction sociale culturelle, c'est l'urbanisme multifonctionnel à son meilleur, je trouve. Sur le site de l'ancienne gare d'autocar, il est revu à la hausse. On parle maintenant de 13 à 25 étages pour 1200 logements. Au départ, c'était 20 étages et 1030 logements. Par contre, le chantier commencerait pas avant 2027 ou 2028. Ben voilà, c'est ça le paradoxe montréalais un peu. On a un besoin criant immédiat de logement. Et ça se heurte à des processus de développement pour ces méga projets qui peuvent s'étaler sur une décennie presque. La densification, oui, il en faut au centre-ville, mais la lenteur pour la mettre en œuvre, ça pose question quand même. C'est un contraste assez frappant avec la rapidité de certains projets citoyens dont on parlait. Pour finir, un petit mot sur le soutien au commerce. La ville met 1,7 million de dollars pour revitaliser 15 projets sur des artères commerciales. Mais attention, hors des SDC, les sociétés de développement commercial déjà bien établies, les arrondissements qui reçoivent le plus, Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce, Villeray-Saint-Michel Parc Extension et le plateau Mont-Royal aussi. Oui, ça c'est stratégique.
Aller soutenir le commerce en dehors des zones les plus, disons, organisées ou centrales, c'est clé pour avoir une vitalité économique qui soit mieux répartie sur le territoire. Et puis pour la résilience de la ville en général, ça montre qu'on reconnaît que le tissu économique local, il est partout important. Bon, alors, si on résume un peu tout ça, on a vu des projets très variés, du parc de quartier super innovant au gros développement immobilier, en passant par l'aide aux petits commerces. C'est clair, Montréal est une ville en plein mouvement. Ah ça oui, absolument. On voit une ville qui expérimente beaucoup, qui cherche des équilibres entre densifier, verdir, entre les initiatives citoyennes et les grands plans directeurs, entre l'économie locale et les projets d'envergure. La vraie question qui reste, et c'est peut-être le défi pour les années à venir, c'est comment toutes ces pièces du puzzle, qui sont parfois très différentes, comment elles vont vraiment s'articuler ensemble, comment tout ça va forger l'identité et surtout la qualité de vie du Montréal de demain. C'est l'intégration de toute cette diversité d'actions qui va être déterminante. Voilà, ça laisse matière à réfléchir, je crois.